La sonde Rosetta, mission de l'Agence spatiale européenne, a été lancée en mars 2004. Après un voyage de plus de 10 ans, elle s'est placée en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko et a posé en douceur l'atterrisseur Philae. Pour la première fois avec Rosetta, on va se poser sur le noyau d'une comète pour analyser la composition et les propriétés de ce noyau cométaire. Et en particulier, ce qu'on voudrait, c'est identifier et caractériser les molécules organiques, les molécules carbonées, parce qu'on pense qu'après avoir ensemencé les océans terrestres et planétaires, elles ont pu initier l'émergence de la vie. Au cours de sa croisière de 6 milliards de kilomètres, la sonde a traversé plusieurs fois la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter. Plusieurs assistances gravitationnelles et des accélérations ont permis d'obtenir une trajectoire proche de celle de la comète. Il a fallu faire face à des difficultés du type de la durée de la mission, environ 10 ans, de la température très froide et du manque d'énergie dans des zones très éloignées du Soleil. En 2011, pour économiser l'énergie, la sonde a été plongée en sommeil pendant plus de 30 mois. Le 20 janvier 2014, elle a été réveillée et le fonctionnement de ses instruments vérifié. À 3000 km/h, elle s'est rapprochée et s'est placée en orbite, découvrant une comète à la forme surprenante. Puis, les équipes du CNES et de l'ESA ont préparé l'atterrissage de Philae. Le 14 octobre 2014, un site est choisi. Il y a des cratères, des crevasses, des failles. Et donc, arriver à identifier un site où on arrive à se poser, c'est-à-dire avoir des trajectoires qui nous permettent d'optimiser nos chances de se poser tranquillement. Et ensuite de faire la science que l'on veut, ce n'était pas du tout sûr. Donc on est extrêmement content finalement qu'en prenant en compte l'ensemble des critères, on ait identifié un endroit qui n'est peut-être pas le meilleur pour tous les critères, mais qui satisfait tout le monde. Toute la communauté scientifique retient alors son souffle, les derniers préparatifs au sonde, les dernières expertises, et le 12 novembre 2014, Philae se sépare de la sonde Rosetta. Au moment du largage de Philae, donc une procédure avait été mise en place pour que immédiatement la caméra Osiris photographie Philae pendant la descente. Et ces images ont montré déjà que les 3 pieds de Philae étaient bien déployés et que le petit magnétomètre que l'on voit là était lui-même déployé. Et en plus que Philae était relativement stable pendant sa descente. Et tout s'est très bien passé pendant 7 heures. On s'est posé à une centaine de mètres du point visé, donc là, la trajectoire était absolument parfaite. Néanmoins, on a rebondi. L'analyse des données en provenance de Philae a permis de reconstituer sa trajectoire finale. Il a touché le sol une seconde fois après avoir traversé un grand cratère. Puis, il a atteint la face opposée. Il a rebondi une 3e fois. Il s'est enfin immobilisé à 1,4 km d'Agilkia, le site initial. On s'est retrouvé calé, on va dire, entre 2 rochers, 2 falaises, on ne sait pas très bien. Et ce panorama a été pris par ces fameuses caméras Shiva, et donc Philae est probablement très incliné. Après 2 jours et demi d'expérience, les piles de Philae se sont épuisées et du fait du manque d'éclairement par le soleil, Philae est repassé en hibernation. Philae s'est retrouvé sur l'hémisphère sud, l'équateur étant là, dans une zone à la limite de la partie ensoleillée et de la partie dans l'ombre. Et on sait qu'on a atterri dans une zone rocheuse qui explique pourquoi il y a peu de soleil à cet endroit-là. À ce stade, l'équipe du sonde estimait que le sommeil de Philae serait temporaire. La comète a ses propres saisons. On était en hiver au moment de l'atterrissage. On est passé au printemps le 17 avril et on a décidé d'écouter Philae pour savoir si l'énergie était suffisante déjà pour qu'il puisse communiquer avec Rosetta, donc avec la Terre. Comme prévu, les conditions d'éclairement deviennent satisfaisantes en juin et juillet 2015. Le sol reprend contact à 7 reprises avec Philae, mais le bilan de liaison est dégradé. Nous sommes vraiment penchés plus qu'à la verticale par rapport au sol, ce qui fait que nos antennes sont dirigées plus vers le sol que vers l'espace. Et les communications avec Rosetta sont d'autant plus compliquées. Il est alors impossible de poursuivre les opérations commencées en novembre 2014, comme le forage du sol de la comète. Et dès le début du mois de juillet, un autre problème intervient.
Rosetta a dû s'écarter de la comète parce que les senseurs stellaires confondaient les poussières et les étoiles. On s'est retrouvé à 400-500 km d'altitude, alors qu'il nous aurait fallu une centaine de kilomètres au maximum pour pouvoir avoir cette communication. À l'automne 2015, les équipes du SONC et les scientifiques espèrent encore. Au mois de novembre et décembre, Rosetta a pu revenir à une distance correcte du point de vue des communications. Malheureusement, pas de nouvelles. Donc quelque chose a pu se passer à bord de Philae. On pense à l'électronique qui aurait pu souffrir de la chaleur. On pense à de la poussière qui aurait pu recouvrir les panneaux solaires ou les antennes. Même Philae aurait pu se renverser, changer en tout cas d'orientation. Philae ne se réveillera probablement plus. Malgré les dernières opérations qui n'ont pas pu être réalisées, l'atterrisseur et la sonde ont fourni une quantité d'informations essentielles. Je pense qu'il y aura un avant et un après Rosetta. Déjà, on peut dire que l'eau de la comète n'est pas l'eau de la Terre, donc ça nous nécessite de repenser un petit peu l'origine de l'eau sur Terre, qui est peut-être un peu plus d'origine astéroïdale que cométaire. Maintenant, on comprend comment fonctionne une comète. L'origine des comètes, par exemple, on sait maintenant, grâce au radar de Philae, que la comète est plutôt homogène. Ça permet de comprendre comment une comète s'est formée. C'est des grains qui se sont collés les uns aux autres, des petits grains, et il n'y a pas eu de choc qui a brisé la comète et des gros rochers réassemblés. Par contre, on sait que les deux morceaux de la comète résultent probablement d'un collage très lent qui s'est produit après leur formation. On sait que les jets forment des énormes trous qui font 200 mètres de diamètre sur autant de profondeur, mais on a vu dans d'autres régions que l'activité de la comète se traduit par des cercles qui se développent latéralement et plus du tout en profondeur. Donc là aussi, il y a des choses très très curieuses qui dépendent de la nature du sous-sol. Et on a le fonctionnement cyclique d'une comète, qui est le fait que l'onde de chaleur pénètre, et donc vous avez de la sublimation de la glace qui passe en phase gazeuse à l'intérieur et qui vient se condenser près de la surface. Et au moment où le soleil revient, c'est cette glace qui se traduit dans les jets, et le cycle recommence avec une période de 12 heures et 20 minutes qui est la période de la comète. Donc là, on a fait beaucoup de progrès sur le fonctionnement de la comète et sur sa nature. L'étude des comètes, c'est à la fois étudier l'origine du système solaire, mais aussi étudier pour la Terre l'origine de l'eau et l'origine du carbone. Et cette origine peut être cométaire. Et comme les comètes sont les objets les plus carbonés qui existent, on a probablement des longues chaînes carbonées, et on sait que les comètes ont ensemencé la Terre. La sonde Rosetta a capté dans l'atmosphère de la comète un grand nombre de molécules organiques constituées de ces chaînes carbonées. D'autres devraient être prochainement détectées, peut-être celles qui ont ensemencé les océans terrestres et qui, par un processus encore méconnu, seraient à l'origine de la vie. Il va y avoir une phase extrêmement intéressante qui est la fin de la mission de Rosetta, qui est programmée pour l'automne 2016. Il s'agit de faire des spirales de plus en plus proches du noyau. On va pouvoir faire des images à très très haute résolution jusqu'à l'atterrissage final qui va être probablement destructif. Jusqu'au dernier moment, on va transmettre des données en temps réel à la Terre et ça va être une phase extrêmement excitante et très spectaculaire.